Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cours G3 sur l'expression du génome et son contrôle. Pour rappel, par rapport au cours G1, le génome c'est l'ensemble de l'information génétique d'un organisme, que l'on peut aussi utiliser à l'échelle cellulaire comme sur ce schéma ici. Alors concrètement, c'est l'ensemble des molécules d'ADN pour une cellule ou d'ARN chez certains virus, soit. Alors qu'est-ce que l'on voit ici? On voit donc il y a le génome ici, avec différents gènes A, B, C, D, etc. et les allèles correspondants, le génotype étant l'ensemble des allèles de la cellule. Ce génome va être transcrit, du moins certaines parties, pour obtenir donc différents ARN, et la population des ARN matures que l'on va obtenir, que ce soit les ARN messagers ou les ARN fonctionnels comme les ARN-R ou les ARN-T par exemple, formant le transcriptome. Par exemple, là on voit que le gène A allèle 1 va être transcrit, mais le gène C non, et le gène B va être fortement transcrit par rapport aux autres. Ensuite, cette population d'ARN qui est ici, le transcriptome, va pouvoir aboutir à la formation de chaînes peptidiques. Par exemple, lui, il est traduit en ces chaînes-là, lui en celle-ci, et puis lui en ces chaînes-là qui vont se retrouver par exemple dans un compartiment qui est la mitochondrie ici. Le protéome, c'est l'ensemble des protéines de la cellule. On peut aussi faire ça à l'échelle d'un compartiment, par exemple l'ensemble des protéines de la mitochondrie, le protéome de la mitochondrie. Alors ces différentes protéines, au bon endroit, c'est ce qui est à l'origine du phénotype de la cellule, des caractères observables de la cellule. C'est ce qui fait que cette cellule, par exemple, chez l'homme, ce sera une cellule musculaire striée squelettique ou un neurone. Alors l'objectif de ce cours G3, il y aura deux choses. La première chose, c'est comment, quelles sont les modalités pour passer de ce qui est en vert ici, le génome, jusqu'au protéome. Protéome étant responsable du phénotype comme on vient de le dire. Le deuxième objectif sera de voir que l'expression de ce génome est contrôlée. Alors effectivement, il y a un contrôle de l'expression du génome au cours du temps et dans l'espace pour des organismes pluricellulaires. Par exemple, chez ces bactéries ici cultivées en absence de lactose, Escherichia coli, on peut voir que bien qu'elles aient le gène LACZ, le gène de la bêta-gale ou le gène de la lactase, c'est synonyme, elles n'expriment pas la protéine LACZ. Ça veut dire que le gène est là, mais il n'est pas exprimé. Par contre, en présence de lactose, ces mêmes bactéries se mettent à exprimer le gène. Ça veut dire que le gène, maintenant, il est transcrit et traduit en LACZ. Donc le protéome, il peut changer au cours du temps, l'expression génétique est donc contrôlée par différents facteurs, ici par la présence de lactose. Le protéine, il peut aussi varier chez les organismes pluricellulaires, donc dans l'espace. Par exemple, chez l'homme, les cellules nerveuses ont un génome qui est le même que les cellules de l'épiderme de la peau. Par contre, dans ce cas, les gènes exprimés, ce sont les gènes qui font le phénotype de neurones, par exemple les gènes qui permettent de faire de l'acétylcholine, par exemple, alors qu'ici les gènes qui sont exprimés, ce sont d'autres gènes, par exemple les gènes qui font la kératine que l'on retrouve dans l'épiderme. Donc ça, ce sera l'objectif du grand E. Commençons donc par la partie grand 1 qui concerne les modalités de l'expression du génome. Alors le plan, il est très simple, c'est un plan qui est chronologique, donc les gènes vont être transcrits, les transcrits vont être maturés, puis traduits en protéines qui vont subir une maturation post-traductionnelle. On verra à la fin le cas particulier des virus. Alors, première chose, déjà, donc, les gènes sont transcrits. Ça s'appelle la transcription, ça veut dire que l'ADN il est copié sous forme d'ARN. Alors la transcription, elle fait intervenir des enzymes qui s'appellent des ARN polymérases, un petit peu de même nature que ce qu'on avait vu avec les ADN polymérases. Et ces enzymes, elles sont capables de générer plusieurs types d'ARN. Alors les ARN qui vont coder pour des chaînes peptidiques, c'est ce qu'on appellera des ARN prémessagers, qui vont attirer en ARN messager, et d'autres ARN qu'on appelle des ARN fonctionnels. Par exemple, les ARN-R ou les ARN-T. Alors justement, regardons un petit peu les ARN fonctionnels, qu'on avait déjà pu aborder dans le cours B2. Les premiers types d'ARN fonctionnels, les plus nombreux de la cellule, ce sont les ARN ribosomiaux. Ce sont des ARN que l'on trouve dans les ribosomes. Alors là, ici, ce qui est zoomé, c'est une grosse sous-unité ribosomiale. On voit que c'est bourré d'ARN ribosomial, c'est tout ce qui est en gris, et certaines protéines aussi sont présentes dans cet ensemble-là. C'est pour ça qu'on appelle ceci un complexe ribonucléoprotéique. Ça veut dire fait d'ARN et de protéines. Les protéines, elles ont très peu de rôle, elles ont juste un rôle structural parce que les phosphates sont chargés moins et donc par exemple ces protéines-là permettent de faire la liaison et de maintenir l'ensemble dans une bonne conformation. Dans cet exemple de grande sous-unité, on voit chez la bactérie, c'est l'exemple que j'ai pris ici, un énorme ARN ribosomial qui est représenté ici, c'est l'ARN 23S, et un petit ARN ribosomial, l'ARN 5S. Donc là, il peut en avoir deux, chez les eucaryotes, il peut en avoir trois, peu importe, c'est pas très important, et en dessous, c'est la même chose. ARN plus protéines. Ça, ce sont les ARN ribosomiaux qui constituent les ribosomes. À côté de cela, il y a d'autres ARN fonctionnels, les ARN de transfert. Donc je vous rappelle le cours
B2, hein, donc ce sont des ARN qui aussi, comme les ARN R, ont une structure 3D bien définie, ce n'est pas aléatoire. Hein. Là, on voit donc il y a des liaisons hydrogènes qui permettent de faire cette feuille de trèfle, et que en plus, dans la vraie vie, dans la structure 3D, ce qui est rouge ici est replié au niveau de ce qui est bleu, ce qui là n'est pas représenté. On le verra tout à l'heure. Alors, cet ARN de transfert, il dispose d'un début, 5', puis ensuite vers 3'. Alors, on le représente classiquement dans ce sens parce qu'on veut que l'anticodon qui est ici, qui sera donc complémentaire du futur codon, on veut le mettre de 3' vers 5' pour qu'il soit antiparallèle au codon que l'on verra tout à l'heure. Les liaisons H stabilisent l'ensemble. L'anticodon est présent ici. Il y a plusieurs ARN de transfert, hein, chacun ayant un anticodon particulier et chacun portant un acide aminé en 3', qui là n'est pas représenté. La liaison se fait à cet endroit. Nous, on peut les représenter comme ça, ou on peut tout simplement les représenter juste avec l'anticodon, représenté ici, les sites de liaison et l'anticodon. Je vous ai dit que dans la structure 3D réelle, le rouge revient vers le bleu. C'est ce qu'on voit à cet endroit-là. Hein. Donc il y a des liaisons qui vont se faire entre différentes bases par rapport ici et ici. Alors les liaisons, quand on avait fait des zooms à l'époque, on avait vu que bien sûr G peut se lier à C par exemple, mais il y a des liaisons qu'on appelle non classiques. Par exemple G qui peut se lier à G. Alors pourquoi? C'est parce que ce n'est pas du tout les mêmes groupements qui interviennent. Il peut y avoir donc par exemple un G et un C qui se lient ici. Je prends un exemple aléatoire, hein. On le voit ici. Et un G d'ici qui vient se lier au G qui est ici. Parce qu'il prend pas du tout, c'est pas une compétition, hein, il prend d'autres groupements comme ça. Donc ça, c'est responsable de la structure 3D de l'ARN de transfert. Quand on est en col ou en DS, bien sûr, pour le représenter, nous on simplifie comme ça, mais là on a l'idée générale, tout à fait. Il existe d'autres ARN fonctionnels, hein, moi je vais en citer deux ici, même s'il en existe plus. Je vais parler des ARN-I et des ARN-SN. Alors les ARN-I, c'est ce qu'on voit ici, ce sont des petits ARN double brin d'à peu près 20 paires de bases qui proviennent en fait du clivage d'un gros ARN double brin initial qu'on voit ici. Alors ces ARN double brin initiaux, ils peuvent provenir de plusieurs choses. Hein. Par exemple, ils peuvent provenir d'un gène qui, en étant transcrit, donc, donne un ARN qui se replie sur lui-même et qui, après clivage, donne des ARNI, ou ils peuvent provenir, par exemple, d'un tronc, hein, suite à un épissage, un tronc qui va se replier sur lui-même aussi. Alors ces ARNI qui sont ici vont pouvoir s'associer dans la cellule à des protéines, que l'on voit ici, pour former un gros complexe ribonucléoprotéique. Et donc à cet endroit-là, il va y avoir des hybridations, et finalement il va rester qu'un petit morceau d'à peu près 20 paires de bases, simple brin, qu'on appellera l'ARN guide, qui va pouvoir plus tard se lier à des portions d'ARN complémentaires, notamment sur des ARN messagers. On verra tout ça plus tard quand on fera le contrôle, mais l'idée c'est qu'une fois que ça se lie à un petit morceau d'ARN complémentaire, et ben ça va empêcher en fait la traduction, ou ça va le détruire, ou ça va empêcher un ribosome de se fixer, on verra ça plus tard, et bref, ça va faire que le gène en question va être éteint. Donc ça permet de réduire au silence des gènes cibles. Deuxième type d'ARN fonctionnel en plus des ARNT et des ARNR, ce sont les ARN SN. S pour small et N pour noyau. Les ARN SN, on les voit ici, ils ont une structure aussi bien déterminée et eux, ils interviennent dans l'épissage. Ça veut dire dans le fait d'enlever des introns sur des ARN prémessagers et ensuite de souder les exons côte à côte. On le voit ici, l'intron ici est enlevé et l'exon 1 est soudé à l'exon 2. Alors l'idée, comme on l'avait vu dans le cours B2, c'est que ces ARN SN, ils sont complémentaires de certaines séquences qui marquent les jonctions exon-intron, qu'on voit ici et qu'on voit ici. Il y a aussi des séquences à l'intérieur des introns. Et donc, eux, ils reconnaissent ça et associés à plein d'autres protéines, ils forment un grand complexe d'épissage qui va permettre de couper et de rabouter les deux exons. Donc, ils interviennent dans l'épissage par un système de reconnaissance, exactement comme les autres ARN qu'on avait vus précédemment. RNPSN, c'est donc protéine et R-ribonucléo. SN, donc associé aux ARN SN. Alors maintenant qu'on a fait ça, donc on peut vraiment commencer donc la transcription. Alors la transcription, elle fait intervenir des ARN polymérases, on l'a dit. Et donc comment ça va marcher? Comme on peut le voir au lycée, c'est que les ARN polymérases vont déshybrider l'ADN et à partir de cet ADN simple brin, elles vont pouvoir copier un morceau d'ARN. Alors par rapport aux ADN polymérases, il y a de nombreux points communs. Le premier point commun, c'est que déjà la polymérisation, c'est une réaction qui se fait comme pour l'ADN polymérase dans le sens 5' vers 3', en utilisant un brin matrice. À ce sujet-là,
donc, il faut bien comprendre que les deux brins, finalement, vont avoir des noms différents. Le brin qui est ici, c'est le brin matrice, hein, qui sert donc de matrice pour faire notre ARN. On l'appelle aussi le brin antisens, ou le brin qui est lu. Et le brin qui est en face, qui est en cours de synthèse, hein, donc là, il y a un A, puis un U, puis on va mettre un G, puis on va mettre un T, etc. Pardon, un C, puis un T, etc. Donc ce brin qui est là, lui, c'est l'ARN, et donc il correspond à la séquence du brin qui est en face, qu'on appelle le brin codant, ou le brin sens. Alors cette transcription, elle fait intervenir 3 étapes. Concrètement, déjà, l'ARN polymérase, qui est l'enzyme importante, elle va se fixer sur le début de l'unité à transcrire, hein, sur une zone qu'on appelle le promoteur, c'est ce qu'on appelle l'initiation. Ça. C'est pas n'importe où, hein, c'est un endroit bien particulier. Une fois qu'elle est ici, elle va dérouler l'ADN et elle va se mettre à faire la transcription. Ça, c'est le processus d'élongation. Et à la fin, elle va terminer à un endroit donné. C'est le processus de terminaison, elle va se détacher, et du coup, là, l'ARN, il est fini. Là, j'ai fait donc ma transcription en vue générale. Alors regardons la première étape, l'étape de l'initiation de la transcription. Alors comment ça fonctionne? Pourquoi l'ARN polymérase, elle se met à un endroit précis? C'est parce qu'il y a un système de reconnaissance. On le voit ici, il y a sur l'ADN donc des séquences bien particulières, on appelle ça des boîtes consensus ou des séquences consensus. Par exemple, il y a une séquence qui est riche en T et en A qu'on appelle la boîte TATA, qui va être reconnue par des protéines, par cette protéine-là qui s'appelle TF2D. Et il y a aussi une séquence qui s'appelle la séquence ou la boîte BRE, B pour TF2B justement, qui va être reconnue par les TF2B. Ils vont se fixer là-dessus. Alors comment se fait la reconnaissance? C'est voir le cours B2. C'est une reconnaissance spécifique au niveau des grands ou des petits sillons via des chaînes latérales d'acides aminés et via les doublets CG. Par exemple ici, là j'ai un acide aminé qui reconnaît G. Quoi. Bon là, lui, il a des acides aminés qui reconnaissent plutôt les T et les A. Bon, ça va attirer plein de protéines qui vont se fixer à leur tour, puisque chacune change de conformation et maintenant devient donc affine pour d'autres protéines, par exemple celle-ci. Et à la fin, ça va recruter l'ARN polymérase qui, elle, devient maintenant affine à toutes ces protéines qui ont un petit peu changé de forme. L'ensemble se fixe. Certaines protéines qu'on appelle donc les TF2 qui sont ici, c'est toutes celles-ci, vont pouvoir donc phosphoryler la queue de la polymérase et ça c'est ce qui va l'activer. Ça va se répercuter sur son site actif qui est à cet endroit-là et elle va à cet endroit-là commencer à ouvrir l'hélice et à commencer la transcription. Cet endroit-là, c'est le premier nucléotide qui est transcrit, c'est le nucléotide plus 1, il s'appelle. La zone qui est ici, qui contient les boîtes, qui permet donc la fixation de toutes ces protéines-là, cet ensemble s'appelle le promoteur au sens strict. Il contient donc des boîtes typiques, on l'a dit ici, et les promoteurs peuvent être plus ou moins forts. Donc si le promoteur, les boîtes c'est vraiment GG, CG, CC pour BRE et TA, TAAA, là c'est quand ça reconnaît super bien. Mais des fois il y a des petites nuances selon les gènes, par exemple là il y a un T à la place d'un A, ou là autre chose à la place d'un C, et dans ce cas ça marche mais un petit peu moins bien. Donc les promoteurs on dit qu'ils sont plus ou moins forts. À noter quand même que des fois il y a très souvent d'ailleurs des séquences en amont ou en aval qui sont aussi nécessaires et qui permettent d'optimiser la fixation de l'ARN polymérase. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on définira le promoteur, on pourra inclure ces boîtes aussi qui sont ici et définir ce qu'on appelle un promoteur au sens large par rapport au promoteur au sens strict qu'on avait défini maintenant et dans le cours G1. Ces TF2, ça s'appelle des facteurs généraux de transcription. 2, c'est parce qu'ils sont associés à la polymérase 2, qui est la seule que nous, on va aborder dans ce cours, qui est l'ARN polymérase qui fait les ARN prémessagers. Autrement dit, les ARN qui plus tard vont coder des chaînes peptidiques. Alors, petite remarque, on a vu que l'ARN polymérase, elle avait une grande queue comme ça qui était phosphorylée. Alors, cette longue queue phosphorylée va attirer en fait plein de protéines que l'on voit ici, représentées par les protéines bleues, vertes et rouges, qui sont des protéines qui vont intervenir dans la maturation en fait. Par exemple, cette protéine bleue, elle va, dès qu'il y a l'ARN qui va apparaître en fait, mettre une coiffe, ça s'appelle en 5', c'est marqué ici. Puis celle-ci, l'ensemble des protéines vertes, ce sont les protéines qui vont intervenir dans l'épissage. Puis les protéines rouges, qui sont aussi attirées par la queue, elles vont intervenir dans le fait d'ajouter une queue poly-A à notre ARN messager, prémessager. Bon bref, c'est quoi l'histoire? C'est que cette queue, elle permet de recruter des protéines qui vont être au contact de l'ARN et donc ça va optimiser les réactions en fait. C'est un petit peu comme la compartimentation, ça met tous les acteurs à un même endroit et ça optimise donc les réactions ici de la maturation post-transcriptionnelle.
Alors, deuxième étape, c'est l'élongation de la transcription. Lors de la transcription, on a la même biochimie, à part bien sûr que là on a un OH par rapport à un H et qu'on a des bases avec des U à la place des T, mais on a la même biochimie que lorsqu'on fait la réplication de l'ADN. Donc 5' vers 3', en utilisant une chaîne matrice, avec une petite nuance ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'amorce. L'ARN polymérase est capable de mettre le tout premier en fait en face et n'a pas besoin d'avoir déjà une amorce pour pouvoir faire sa réaction. Biochimiquement, on a donc ceci. Les monomères utilisés, ce sont des monomères avec 3 phosphates. Ce sont donc des NTP et pas des NMP. Pourquoi? Comme pour la polymérisation de l'ADN, nous avons ici une réaction endergonique. Cette réaction endergonique, liée un phosphate à un 3'OH, demande de l'énergie. Et donc l'énergie, en fait, elle est apportée par un couplage chimio-chimique avec la dégradation, la rupture des phosphates, phosphate et phosphate, phosphate ici, qui vont libérer donc une certaine quantité d'énergie utilisée pour le couplage. Troisième étape, la terminaison de la transcription. Lorsque la RN polymérase fonctionne, il y a un moment, elle va transcrire une séquence qu'on appelle le terminateur, qui chez l'homme est AAUAAA par exemple, et cette séquence va être reconnue par des protéines, ici représentées en vert. Ces protéines, elles vont faire deux choses, elles vont couper l'ARN et elles vont entraîner, je ne détaille pas les mécanismes, le détachement de l'ARN polymérase. Et donc la transcription s'arrête. En plus, c'est pas le tout, cette séquence qui est ici va attirer des protéines, une protéine, PAP, donc la polymérase qui fait la queue poly-A en fait. Cette protéine, elle va être capable, donc après ce signal-là, de rajouter plein de A. C'est pour ça d'ailleurs que ce signal ici, qu'on appelle le terminateur, il a un autre nom. On l'appelle aussi le signal de polyadénylation parce que c'est lui qui est responsable du recrutement de l'enzyme qui fait la maturation, mettre plein de A après un ARN prémessager. Nous venons de voir la transcription chez les eucaryotes, ce que nous demande le programme. Une fois qu'il y a eu la transcription, il va y avoir chez les eucaryotes une maturation post-transcriptionnelle. Alors, je note quand même ici que chez les bactéries, la maturation post-transcriptionnelle pour les ARN messagers n'a pas lieu. En effet, l'ADN, les ARN et les ribosomes que l'on voit ici en noir sont dans le même compartiment. En fait, dès que l'ARN polymérase lit son ADN et fait de l'ARN, et bien tout de suite on voit les ribosomes, ils s'accrochent à l'ARN et ils commencent à faire la traduction. Donc il n'y a même pas le temps, il n'y a pas de compartimentation, et donc la traduction suit immédiatement la transcription. Chez les eucaryotes, c'est donc différent. On a vu tout à l'heure, c'est la vue générale qui est représentée ici, que les ARN prémessagers obtenus par la transcription de l'ARN polymérase 2 en fait vont subir une triple maturation. Première maturation, ajout d'une coiffe en 5' que l'on voit ici. Cette coiffe, elle a plusieurs rôles. Elle a un rôle de protection de l'ARN, qui sinon est facilement dégradé. Elle a un rôle, c'est que cette coiffe, elle permet le passage de l'ARN à travers les pores nucléaires. Elle a un autre rôle que l'on verra plus tard, c'est que cette coiffe, elle permet l'initiation de la traduction. Autre maturation, deuxième maturation, l'épissage. Les introns qui sont ici en blanc sont enlevés et les exons sont soudés entre eux. Troisième type de maturation, l'ajout d'une queue poly-A. On en a parlé avec le signal appelé terminateur ou signal de polyadénylation. Cette queue poly-A a trois rôles qui sont les mêmes que la coiffe. Elle protège l'ARN en 3', elle permet le passage des pores, sinon l'ARN ne peut pas bien passer, et elle permet aussi l'initiation de la traduction. Ce qui peut sembler un peu bizarre puisque les ribosomes vont commencer côté 5', mais on verra que l'ARN se replie et que la queue poly-A finalement spatialement est très proche de la coiffe et permet le recrutement des ribosomes. Alors je peux m'intéresser plus particulièrement ici à l'épissage pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Alors ce que j'ai pris ici, c'est un exemple historique, un exemple concret. On avait pris une cellule en fait qui faisait 95% d'ARN qui étaient des ARN de 8000 nucléotides qui correspondait à un gène qui est le gène de l'ovalbumine, peu importe. Et donc en faisant hybrider les ARN prémessagers avec les ADN une fois dénaturés, on voyait des signaux d'hybridation. C'est logique, l'ARN prémessager est la copie d'un morceau d'ADN et donc il peut s'hybrider à l'ADN matrice qui a permis de le faire justement. Et si on fait la même expérience mais avec les ARN messagers après maturation, les ARN messagers ils font 1400 nucléotides, vous avez vu, il y a une grosse perte par les introns, et qu'on hybride ça à de l'ADN, et ben on voit des figures comme ça. Ça veut dire que cet ARN messager, il est capable de s'hybrider à certaines zones, donc là il s'hybride ici, puis après il s'hybride à cette zone, mais entre ces deux zones sur l'ADN, il y a une grande zone qui ne s'hybride pas, c'est effectivement la zone qui correspond aux introns. Attention, on n'est pas du tout à la même échelle ici, bien sûr, pour le rouge qui fait 8000 ou qui fait 1400.
Et donc là, on a des vraies figures, sur la vraie figure historique, vous l'avez sur votre poly, hein, où on voit donc des exons sur l'ARN messager qui correspondent donc aux segments qui sont gardés, et des introns qu'on ne retrouve pas sur l'ARN messager, mais qu'on trouve bien sur le gène de l'ADN, qui sont les morceaux qui ne sont pas gardés. Et on voit qu'en termes de quantité, quand on généralise, hein, les introns, c'est à peu près quand même 90% des ARN prémessagers en moyenne. Donc finalement, on peut voir ça sur ce graphique ici. Donc on a au niveau de notre gène un promoteur, puis la séquence qui est transcrite, avec le +1 qui marque le début de la transcription, le terminateur et un petit bout, et là c'est où il y aura le clivage de l'ARN prémessager. Notre ARN prémessager, c'est tout ça. Et ensuite, il y a donc une maturation, épissage, ajout d'une coiffe, ajout d'une queue-polia, et ça aboutit à un ARN messager donc, dont les débuts et la fin sont différents par rapport à l'ARN prémessager, et où surtout les introns sont partis. Et les portions qui sont ici, avec un AUG et un codon stop, ça c'est la portion codante qui après traduction va donner la chaîne peptidique correspondante. Les portions hachurées sont bien des portions d'exons, par contre ce ne sont pas des portions codantes. On avait appelé ça les 5' et les 3' UTR, ça veut dire non traduites dans le cours G1. L'épissage se fait donc par le complexe d'épissage, ou le spliceosome, qui fait intervenir, comme dit tout à l'heure, une reconnaissance entre l'ARN prémessager et les ARN SN. Alors, on peut faire déjà une petite remarque, parce qu'on en reparlera dans le grand 2, c'est que l'épissage, souvent, du moins chez l'homme, il est différentiel. On dit aussi épissage alternatif. Ça veut dire qu'un même gène, donc il y a des exons marqués ici, et dans certaines cellules, il peut subir un certain épissage, cet ARN prémessager-là. Par exemple, dans la cellule de gauche, les exons 1, 2, 3 et 5 sont vraiment considérés comme des exons, alors que le 4 est considéré comme un intron. Et dans la cellule de droite, le 4 peut être considéré comme un exon et le 3 comme un intron. Ça veut dire qu'à partir d'un même gène, je peux obtenir, selon les cellules, des ARN messagers différents. Et donc des protéines différentes. Alors souvent, elles ont le même rôle, mais ce n'est pas obligatoire. Des fois, elles ont même des rôles opposés. Donc ces protéines que l'on obtient à partir d'un même gène, ça s'appelle des isoformes d'épissage. Alors on a un très bon exemple, qui est celui-ci. Le gène de la fibronectine, c'est un exemple parmi plein d'exemples. Lui, il a plein d'exons, on les voit ici, c'est toutes les barres. Et donc cet ARN, ce gène de la fibronectine, dans les fibroblastes, il est transcrit, il est maturé en ARN messager, que l'on voit ici. Tous les exons sont gardés. Ça, c'est la fibronectine que l'on connaît de la matrice extracellulaire, avec des petits segments qui ici sont en violet, qui sont les segments RGD, qui permettent de lier cette fibronectine aux intégrines des fibroblastes, et donc l'attache des fibroblastes à la matrice, voire le cours B3. Dans d'autres cellules, les hépatocytes, l'épissage est différent. En fait, les deux exons qui sont marqués ici en violet sont considérés comme des introns. Et donc dans ces cellules-là, qui sont les hépatocytes, les fibronectines qui sont formées n'ont plus ces segments de liaison aux intégrines. Et en fait, ces fibronectines vont être mises dans le sang et justement, n'ayant pas ces segments de liaison, ne vont pas se lier aux cellules sanguines. Et vont pouvoir faire leur rôle qui est ici de former le caillot sanguin par exemple. Donc deux rôles différents en fait à partir d'un même gène. Et ça nous explique tout à fait comment à partir de seulement 20 000 gènes codant pour des chaînes peptidiques, on peut avoir chez l'homme 10 fois plus, ça veut dire à peu près 200 000 chaînes peptidiques différentes. Ça veut dire que l'épissage alternatif, il augmente la potentialité de codage du génome et c'est ce qui contribue fortement à la diversification du protéome et donc à la complexité des organismes comme l'homme par exemple. Petite remarque sur les introns, on vient donc de voir que les introns pouvaient avoir des rôles. Alors effectivement, il y a plusieurs rôles possibles pour les introns. Les introns, ils peuvent être, on vient de le voir, codants dans certains cas. C'est le cas de l'épissage alternatif. Et ça explique, on vient de le voir à l'instant, pourquoi à partir d'un nombre limité de gènes, on peut finalement coder de nombreuses chaînes peptidiques différentes. Deuxième rôle possible des introns, quand ils sont sur l'ADN, c'est qu'ils peuvent permettre de contrôler la transcription de gènes. On verra ça dans la partie grand 2, mais on l'a déjà un petit peu abordé tout à l'heure. Il est possible qu'au niveau d'introns, il y ait des boîtes qui sont reconnues par des protéines qui vont ensuite permettre d'activer ou d'inhiber la fixation de l'ARN polymérase. Donc ça, c'est l'aspect contrôle de la transcription du grand 2. Ce qui est sur cette figure-là, c'est un autre rôle important des introns. C'est un rôle dans le brassage des exons, à l'origine de l'évolution des génomes. Donc là, on est dans
un domaine qui s'appelle la biologie évolutive, qu'on n'aborde pas en BCPST1, mais l'idée c'est que les protéines donc, ont plusieurs domaines, les exons codant souvent des domaines, par exemple un domaine kinase ou un domaine de contrôle par le CA2+, et qu'au cours de l'évolution, il y a un brassage qui se fait, donc des crossing over, des recombinaisons inégales, qui aboutissent à des exons qui peuvent se déplacer. Les recombinaisons se font au niveau des introns, justement, et ça permet, par exemple ici, de mettre un exon 3 avec l'exon B, et de créer une nouvelle protéine avec de nouvelles sous-unités qui pourront, ces protéines, éventuellement être sélectionnées au cours de la sélection naturelle. Quatrième rôle des introns, c'est que certains introns peuvent être des ARN fonctionnels, par exemple des ARN interférents que l'on a pu aborder tout à l'heure. Bon, bilan. Donc finalement, cette figure représente comment on passe donc d'un gène sur l'ADN à un ARN messager mature chez les eucaryotes. Alors qu'est-ce qui se passe? On le voit ici, donc là on a un gène, il est déjà transcrit. Ici on a l'ARN prémessager. Cet ARN prémessager subit les 3 maturations et on aboutit à un ARN messager avec une séquence codante qui est ici. Les signaux de fin et de début de transcription sont ici et ici. On le voit, c'est ici dans la légende. A noter que le programme nous demande uniquement l'ARN messager chez les eucaryotes. Quand on fait l'ARN de transfert ou les ARN ribosomiaux, il y a aussi de la transcription et il y a aussi des maturations que l'on n'aborde pas. Ensuite, une fois qu'on a notre ARN mature, cet ARN mature va subir ce qu'on appelle la traduction. Ça veut dire qu'il va être traduit, donc la séquence nucléotidique va être traduite en séquence d'acides aminés. Ceci est abordé en première, on le voit ici, ça se fait au niveau des ribosomes. Toute la question va être de savoir comment les codons, par exemple le codon AAC, dans le ribosome, ils permettent de correspondre à l'acide aminé, par exemple asparagine ici. Lors de la traduction, on passe d'un langage qui a 4 lettres, donc A, C, U et G, représentés ici sur l'ARN messager, à un langage à 20 lettres, qui sont les 20 acides aminés. Donc dans les deux cas, l'ARN messager et la chaîne peptidique, ce sont des polymères ordonnés qui sont séquencés, donc ils ont un début, l'ARN 5' vers 3', et donc la fin, et puis pour le polymère d'acide aminé, le début c'est l'extrémité N-terminale, et la fin c'est l'extrémité C-terminale. Donc la correspondance entre justement ces nucléotides et ces acides aminés, c'est ce qu'on appelle le code génétique. Et l'idée, donc il est marqué ici, le code génétique, c'est que chacun des 20 acides aminés, il est spécifié sur l'ARN messager par un groupe de 3 nucléotides qu'on appelle un codon. Par exemple, le codon UGG, lui, il spécifie l'acide aminé tryptophane. Ça se lit là-dedans, au niveau du tableau. Par exemple, si je lis le tableau, le codon UAU, il spécifie la tyrosine. Et ce qu'on voit ici, donc il y a sur 64 codons possibles, 4 x 4 x 4 ça fait 64, il y en a 61 qui effectivement codent pour des acides aminés. Il y a 3 codons stop qui ne codent pour rien du tout. Et puis surtout ce qu'on voit, comme il y a 61 codons et 20 acides aminés différents, c'est que le code il est redondant. On dit aussi qu'il est dégénéré. Ça signifie que en fait, un même acide aminé peut être codé par plusieurs codons. Par exemple, le codon CUU code la leucine, mais le codon CUC code aussi la leucine. Alors ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de comprendre comment se fait la traduction. Comment la cellule comprend que UGG, ça doit correspondre à l'acide aminé tryptophane. Donc là, on va voir en fait l'importance des ARN de transfert et des enzymes qui sont capables d'associer l'ARN de transfert à l'acide aminé, à savoir les aminoacides ARNT synthétase. Alors voyons voir ceci. Effectivement, en fait, donc au niveau du ribosome qui va donc être l'usine de fabrication des chaînes peptidiques, on voit que les codons, par exemple le codon UUU, va correspondre à un acide aminé qui est la phénylalanine, ou le codon GGC va correspondre à un acide aminé qui est la glycine. Alors comment se fait la correspondance? Elle se fait par un intermédiaire qui est cette molécule-là, qui est l'ARN de transfert, qui porte, donc cet ARN de transfert, il porte la glycine, et lui, il a ce qu'on appelle un anticodon qui est bien défini, qui est ici CCG, et c'est cet ARNT donc, qui va venir reconnaître le codon en fait, et donc qui va permettre la correspondance GGC avec glycine. Il y a donc plusieurs ARNT en fait, il en a plus de 40 chez l'homme, et donc un ARNT donné porte un acide aminé donné, et est spécifique, on va dire ça en première approche, d'un codon particulier. Alors, petit rappel sur les ARN de transfert. Les ARN de transfert qu'on a vu précédemment, donc c'est un ARN qui a une structure partiellement bicaténaire. Des liaisons hydrogènes donc, permettent de faire justement les zones qui sont en hélice. Il y a une extrémité 5, une extrémité 3, comme d'habitude pour un ARN. Il y a un anticodon.
c'est la zone où se lie le codon sur l'ARN messager qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est l'anticodon AAG qui est complémentaire du codon UUC, qui est lui-même associé, voire le code génétique, à un acide aminé particulier. Et cet ARN de transfert, il est capable de porter un acide aminé à cet endroit-là, comme on va le voir tout à l'heure en biochimie. Alors la reconnaissance, on l'a dit, se fait codon via anticodon. C'est une complémentarité de liaison, tout ce qui est de plus classique. Alors il faut comprendre que comme des codons, il y en a 61, et que des ARNT, il y en a moins, il y en a une quarantaine, et que des acides aminés, il y en a encore moins, il n'y en a que 20 différents, et ben il faut comprendre qu'en fait, la complémentarité que l'on voit ici, qui est idéale, en fait, peut être non idéale. Alors je vais expliquer ça tout de suite. Par exemple, l'anticodon qui s'appelle AGG peut bien sûr reconnaître le codon qui s'appelle UCC, ça c'est normal, hein, mais en fait il y a une règle, c'est la règle de flottement, ça s'appelle, qui est représentée ici, c'est que le G en dernière position, donc ici, il est ici, et bien lui il peut aussi reconnaître un U. C'est marqué dans la règle ici. Le G, l'extrémité de l'anticodon, il peut reconnaître un C, c'est normal, mais il peut aussi reconnaître un U. Donc ça permet d'expliquer pourquoi le codon UCU et le codon UCC, en fait, ils sont reconnus par le même ARNT. Et donc, ils correspondent au même acide aminé. Et ça, avec ça, on peut expliquer, avec la règle qui est ici, on peut expliquer donc la redondance du code. Par exemple, la leucine, d'après le code génétique, est spécifiée par 6 codons différents qui sont ici. En fait, ces 6 codons différents, ils sont reconnus par 3 ARNT différents. Les ARNT d'anticodon GAI, GAC, AAU. I, c'est l'inosine. C'est une base qu'on ne connaît pas, mais qui est capable de reconnaître U, C ou A. Donc on le voit, GAI, là il peut reconnaître donc CUU, il peut aussi reconnaître CUC, et il peut aussi reconnaître CUA. Donc la leucine correspond à ça. Et les deux autres acides, les deux autres ARNT qui portent la leucine peuvent reconnaître d'autres codons. Donc ça, c'était juste pour expliquer la redondance du code génétique qui s'explique par ce qu'on appelle l'oscillation ou ce qu'on appelle aussi la position de flottement en 5' de l'anticodon. C'est donc les codons, la différence se fait sur la troisième base, le troisième nucléotide. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais non en fait, parce que là, on a expliqué pourquoi un acide aminé donc et son ARNT, donc il lie un codon. Par contre, on n'a pas encore expliqué, et c'est aussi important, pourquoi un ARNT d'anticodon particulier est lié qu'à un seul acide aminé. Donc ça, c'est important. Et là interviennent des enzymes, les aminoacyles ARNT synthétase. Donc elles synthétisent la liaison entre un acide aminé et un ARNT. On le voit ici. Des aminoacyles ARNT synthétase, il y en a 20, chacune étant spécifique d'un acide aminé. Alors comment ça va marcher? En fait, cette enzyme-là, imaginons qu'elle reconnaît l'acide aminé X, par exemple tryptophane, j'invente. Donc elle est capable de reconnaître le tryptophane, elle est capable de reconnaître un ARNT bien particulier, qui va correspondre justement au tryptophane. Des fois, elle peut en reconnaître 2, ou des fois 3, par exemple, l'aminoacide ARNT synthétase spécifique de la leucine qu'on vient de voir juste à l'instant. Donc il y a une reconnaissance qui se fait. Une fois qu'il y a eu la reconnaissance, il y a une catalyse qui permet donc la liaison à cet endroit-là de l'acide aminé et de l'ARNT. Alors attention, ça c'est très endergonique, ça demande l'équivalent de 2 ATP, donc rupture de 2 liaisons phosphate, pour faire ceci. Et là, ça y est, il est prêt, l'aminoacide ARNT, il est prêt à reconnaître les codons au niveau d'un ribosome. C'est ça qui est responsable de la spécificité du chargement. Alors comment se fait biochimiquement cette liaison à cet endroit-là, que l'on voit ici? On peut regarder. Donc on a un ARNT en position 3', donc 1, 2 et 3, c'est là le 3'H. Et bien là, ça peut faire une liaison ester, voire le premier cours de l'année où on fait les liaisons ester, justement. Et donc liaison ester, donc condensation avec dépardage de zo. Et là, j'ai mon aminoacyle ARNT. L'acyle, c'est COO et puis quelque chose qui suit. Donc c'est bien un aminoacyle et ARNT. L'enzyme qui fait ça, c'est l'aminoacide ARNT synthétase. Tout ça, c'est fortement endergonique, on l'a dit tout à l'heure. Et l'énergie, elle est apportée par l'hydrolyse de 2 liaisons phosphate, représentée par ATP donne AMP plus 2 phosphate. Ça libère 61 kJ, il en fallait que 32. C'est bon, le rendement n'est pas de 100%, mais on peut faire le couplage énergétique, représenté ici, et ça permet de faire donc notre fameuse molécule. Alors maintenant que l'on a vu qu'un codon donné correspondait à un unique acide aminé, on peut s'intéresser donc au mécanisme précis de la traduction au niveau des ribosomes. Alors un ribosome, c'est ce qui est ici, c'est fait d'une grande sous-unité et d'une petite sous-unité. L'essentiel de ce qui est marrant ici étant fait d'ARN ribosomial. Et donc le but du ribosome, c'est de rapprocher les ARN messagers et les ARNT, afin de pouvoir catalyser ensuite les liaisons peptidiques. Alors
il y a des creux dans ces ribosomes qui délimitent des zones qu'on appelle A, P et E. Les aminoacides ARNT qui rentrent dans les ribosomes vont rentrer ici, à cet endroit-là. On le voit ici, là, en place, avec leur acide aminé. Et l'ARNT qui porte la chaîne peptidique en cours de synthèse, donc le peptidyl ARNT, lui, il est à cet endroit-là. On le voit ici, en face du codon. Là, en face de l'anticodon, pardon. Le nouvel anticodon, il est ici. Et puis ensuite, le nouveau codon qui est ici sera lu par un futur aminoacide ARNT lors de l'élongation de la traduction. Alors, ces ribosomes, en fait, ils peuvent se lier à l'ARN messager et ils peuvent se mettre à plusieurs sur un même ARN messager. On le voit ici. Là, on a donc un ARN messager qui est en rouge et on voit donc plein de ribosomes, ici, 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 tous en train de lire l'ARN messager à la queue leu et de faire les chaînes peptidiques qui ici sont colorées en vert. Alors, passons voir donc comment se déroule la traduction. La traduction, concrètement, elle comporte 3 étapes, qu'on va appeler l'initiation, l'élongation et la terminaison. Ce qu'on fait ici est une limitation au cas des eucaryotes. Alors, passons à la première étape de la traduction, l'initiation. Donc, l'ARN messager qui sort du noyau, il a une coiffe, il a une queue polia, et en fait, la coiffe et la queue polia sont reconnus par des facteurs d'initiation qui sont ici en bleu, qui vont avoir un rôle parce que c'est eux qui vont finalement positionner la petite sous-unité ribosomiale sur l'ARN messager. Effectivement, cette petite sous-unité ribosomiale, elle a un petit facteur d'initiation qui est capable de reconnaître cet ensemble bleu et du coup de venir se coller à cet endroit. Il faut savoir que chez les eucaryotes, la petite sous-unité ribosomiale fixe, avant même qu'il y ait la grosse sous-unité, un ARN de transfert qui est l'ARN qu'on appelle initiateur, qui porte la méthionine, qui est un anticodon UAC. Donc l'ensemble en fait est reconnu par ce système coiffe-queue-polia lié au facteur bleu et se positionne ici. Une fois que ça c'est fait, en fait, la petite sous-unité va venir se déplacer sur l'ARN messager, elle va scanner, on dit, jusqu'à rencontrer le premier AUG, qui sera donc le codon initiateur, qui est complémentaire de anticodon UAC présent ici. Alors voyons voir ceci, donc ça se fixe, là c'est pas représenté circularisé, mais en vrai c'est circularisé, il y a le balayage qui s'opère, et ça y est, là, il y a eu reconnaissance du premier codon AUG. Une fois que ça c'est fait, la grosse sous-unité, donc déjà ça rentre en pause, et la grande sous-unité va pouvoir venir s'associer à l'ensemble, voilà qui est fait ici. Ceci nécessite un GTP, donc c'est endergonique. Et là, l'initiation est finie. J'ai donc fixé le premier acide aminé qui c'est toujours la méthionine en face du codon qu'on appelle le codon initiateur, qui est toujours AUG. Une fois que c'est fait, on passe à la deuxième étape de la traduction qui s'appelle l'élongation. Lors de l'élongation, donc mon premier aminoacide ARNT est positionné au niveau du site P1. Alors comment on va faire le cycle, à la fin, il y aura plusieurs acides aminés, mais le tout premier, il n'y en a qu'un seul. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que juste à côté, au niveau du site A, un aminoacide ARNT d'anticodon complémentaire au deuxième codon va pouvoir venir se fixer et reconnaître l'anticodon. Voilà qui est fait. Ceci nécessite l'intervention d'un GTP. Ensuite, une fois qu'ils sont en position, il va avoir la catalyse de la liaison peptidique. Ça veut dire que là, la liaison ester va être coupée et le COOH va venir se coller au NH2 pour faire une liaison peptidique. Et donc, je vais pouvoir greffer cet acide aminé au premier. C'est la formation de la liaison peptidique. Ceci, c'est une enzyme qui fait ça. Et alors, ce n'est pas une enzyme protéique, c'est le gros ARN ribosomial de cette grosse sous-unité qui fait lui-même la catalyse. C'est un très bon exemple d'ARN catalytique, on appelle ça aussi un ribosyme. Ça, c'est, contrairement aux apparences, puisque je fais de l'anabolisme, je suis en train de mettre A avec B pour faire AB ici. Ça, c'est hexagonique. C'est pas intuitif du tout. Et ensuite, il va avoir la translocation. Ça veut dire que là, vous imaginez qu'on tire ce qui est rouge ici, l'ARN messager, de 3 nucléotides vers la gauche. Ou bien, ça revient au même, vous imaginez que le ribosome se déplace de 3 nucléotides vers la droite. C'est un déplacement relatif, c'est ce qu'on appelle une translocation. Ceci demande aussi de l'énergie, un GTP. Et donc, ce qui est ici se retrouve sur le site P, il est là. Et lui, le peptidyl ARNT qui maintenant n'a plus son peptidyl, se retrouve au niveau du site E, exit, et va partir. Et donc, après, on peut refaire le cycle plein de fois. Ça, c'est l'élongation de la traduction. Le premier acide aminé, c'est donc celui-ci. Le deuxième, le troisième, le quatrième, et là, je viens de mettre le cinquième. Donc, je vais bien du premier ici, et plus je lis, plus je fais les acides aminés les uns à la suite des autres. Alors, si je regarde la biochimie de la formation de cette liaison peptidique, c'est ceci. Donc là, on a un COO,
liés. Là, on a un NH2, donc le CO peut se lier au NH, en fait, et le H donc, va venir sur le O pour libérer justement le fameux ARNT. Et donc là, j'ai réalisé une liaison peptidique. La synthèse se fait de N, ici, vers C. Le C, maintenant, c'est celui-ci. Premier acide aminé, deuxième acide aminé, etc. Alors, petit retour sur l'énergétique de la polymérisation. Donc, on a dit que, effectivement, lors de la formation de la liaison peptidique, c'était exergonique. Alors ça, c'est assez illogique, en fait. Effectivement, quand je prends un acide aminé plus un acide aminé et que je les colle ensemble, je fais bien de l'anabolisme, je fais une réaction de synthèse, et ça demande de l'énergie, c'est endergonique. Alors, ce qui est fait dans le ribosome, c'est pas ça. Ce qui est fait dans le ribosome, c'est je prends un acide aminé collé à un ARNT et je le greffe sur un acide aminé qui est collé à un ARNT. Je fais ça. Ça, effectivement, c'est exergonique, ça libère de l'énergie. Donc en fait, il faut comprendre que le processus il est bien endergonique, mais il s'est fait en amont. En fait, cet acide aminé qui est ici, on l'a déjà greffé à un ARNT, ce qui a demandé l'équivalent de 2 ATP pour faire ceci. Et ensuite, dans le ribosome, effectivement, on fait la liaison qui là ne demande pas d'ATP. Et donc, si on revient, donc combien il faut d'ATP pour faire par exemple une chaîne peptidique de 100 acides aminés, il suffit de les compter. Donc pour faire 100 acides aminés, il me faut 2 ATP par acide aminé. Plus, il faut que je fasse l'acide aminé ici avec cet ARNT, qui m'en demande 2, je viens de le faire à l'instant. Donc finalement, pour faire ce cycle, il me faut 2 ATP, ou GTP, mais c'est la même chose, et 2 ATP pour ça. Donc il m'en faut 4 finalement. Donc pour faire une chaîne peptidique de 100 acides aminés, il me faut 400 ATP finalement. Indépendamment, je n'ai pas compté bien sûr l'ATP de l'initiation. C'est totalement ridicule en quantité par rapport à l'ATP de l'élongation d'une chaîne peptidique de longueur assez importante. Au bout d'un moment, il va y avoir un des 3 codons stop, par exemple UAG. Là, il n'y a aucun ARNT qui peut se fixer ici. Par contre, il y a un facteur de terminaison qui peut se fixer. C'est une protéine qui est capable de reconnaître ce fameux anticodon. Et quand elle va se fixer, elle va entraîner le détachement de l'ensemble. On le voit ici. Par contre, ça c'est aussi endergonique. Ça demande la terminaison de la traduction, l'équivalent de 2 ATP. En fait, c'est 2 GTP qui sont utilisés comme pour l'élongation et l'initiation. Finalement, on peut faire notre bilan. Donc, lors de la traduction, le message qui est porté par l'ARN messager qui est représenté ici, il va être traduit grâce à des acteurs, les ribosomes, les ARNT, les aminoacides ARNT synthétase, traduit en chaîne peptidique, qui est une succession d'acides aminés molécules séquencées dans les deux cas. On voit ici en bleu le rôle des différents ARN. Donc l'ARN messager, sur lui, il y a différentes zones qui permettent donc la reconnaissance des ribosomes via les facteurs d'initiation au niveau de la coiffe et de la queue polia, un codon initiateur, un codon stop, et ici plein de codons qui spécifient des acides aminés. Dans le ribosome, on a des ARN ribosomiaux qui permettent plusieurs choses. Ils permettent de délimiter donc des zones dans lesquelles les ARNT vont pouvoir se fixer et des zones au niveau où l'ARN messager pourra aussi se mettre. Donc il délimite les zones ici, c'est ce qui est marqué ici en bleu. Et l'ARN ARN ribosomial de la grosse sous-unité, en plus, il a un rôle enzymatique qui permet de catalyser la liaison peptidique. Les ARNT ont 2 zones importantes, fonctionnellement parlant, l'anticodon et la zone d'attache à l'acide aminé. Les aminoacides ARNT synthétase ont un site catalytique et un site de reconnaissance qui leur permet d'associer le bon acide aminé au bon ARNT. Ce sont des bons adaptateurs, les deux, qui permettent la correspondance et donc le code génétique. Une fois que la traduction a eu lieu, en fait, ce n'est pas fini. Chez les eucaryotes, qui est l'objet de ce cours, cette traduction va être suivie d'une maturation post-traductionnelle et suivie d'un adressage correct au bon endroit. Par exemple, adressage à la membrane plasmique ou adressage à un compartiment comme la vacuole. Alors commençons par la maturation post-traductionnelle. On va distinguer 2 cas. On va distinguer le cas des protéines qui sont synthétisées, qui sont traduites au niveau des ribosomes libres. Ce sont les protéines qui sont destinées au cytosol, au noyau ou aux organites énergétiques, mitochondries et chloroplastes. Le deuxième cas, ce sera les protéines qui sont synthétisées au niveau des ribosomes, qui sont associées au réticulum granuleux, qui vont être destinées à la sécrétion, à la membrane plasmique ou à la rétention dans des organites non énergétiques, par exemple le réticulum ou la vacuole. Alors prenons le premier cas, les protéines synthétisées au niveau des ribosomes libres. Alors dans ce cas, la maturation, elle est très très simple, elle consiste juste en l'acquisition d'une structure 3D fonctionnelle. Ça va se faire par repliement. Alors le repliement, il est spontané. On a vu dans B2 que c'est dû finalement à la thermodynamique. Une protéine qui est synthétisée, qui sort d'un ribosome, elle a tendance
finalement à mettre ces groupements hydrophiles au contact du solvant, du cytosol, donc au contact de l'eau, et tout ce qui est hydrophobe plutôt au milieu. Et donc ça se fait spontanément. Par contre, ce qu'on n'avait pas dit en B2, c'est que souvent c'est lent et que souvent ça nécessite de l'aide de protéines qu'on appelle des protéines chaperones. Alors les protéines chaperones, il y en a deux. Il y a les petites comme ça, qui vont se coller aux protéines et faire qu'elles vont se replier bien plus rapidement et correctement. Et il y a les grosses protéines chaperones, ce sont les tonneaux ici, en orange et en rouge, qui elles donc vont, en fait la protéine à replier qui est verte, elle va venir dans le tonneau va lui faire un environnement adéquat pour son repliement, et une fois qu'il est replié, elle va pouvoir sortir. Ces protéines chaperones, elles accélèrent la cinétique de repliement, et aussi, elles empêchent le repliement de prendre une mauvaise direction, ce qui est des fois possible, et aussi, elles empêchent l'agrégation. Par exemple, celle-ci-là, toute seule, elle ne va pas s'agréger avec d'autres. Parce qu'effectivement, il est possible que, par exemple, si là j'ai une petite zone hydrophobe et la même protéine à côté, elle a une petite zone hydrophobe, et bien qu'elles se collent ensemble. Et du coup, ça nous fait en fait des accumulations de pâtés de protéines mal repliées. Et ça, c'est justement ce qu'on a dans certaines maladies comme Alzheimer ou les maladies de Parkinson ou maladies de la vache folle. Deuxième cas, les protéines synthétisées au niveau des ribosomes associés au réticulum, elles vont subir une maturation qui est plus complexe. Alors, première maturation déjà, ça va se faire au niveau du réticulum granuleux. La protéine en question, donc associée à un ribosome collé au réticulum, va donc pénétrer dans la lumière du réticulum et à cet endroit-là, il va y avoir des maturations. Il va y avoir un clivage d'acides aminés. Là, le petit bout a été enlevé. Il va y avoir éventuellement des glycosylations, ajout de résidus glucidiques. Et il va y avoir acquisition de la structure 3D, avec éventuellement l'aide de chaperones. Il est possible que quand il y a des ponts soufre-soufre intramoléculaires, ils se fassent effectivement dans le réticulum. Certaines protéines peuvent aussi être liées à des acides gras ou à des phospholipides lipidiques. On a vu ça par exemple pour la protéine G. Et ça se fait aussi, c'est ce qui est marqué ici, dans la lumière du réticulum. Ça, c'est un petit rappel du cours B2 et B3, où on voit justement des protéines membranaires qui ont maturé dans le réticulum. Là, on voit leurs résidus glycosidiques, où là, on voit les fameux lipides liés covalentement à ces protéines. Une fois que la maturation s'est faite dans le réticulum, donc les protéines, si elles sont solubles, elles sont dans la lumière. Si elles sont attachées à une queue hydrophile ou si elles ont une portion hydrophobe, elles peuvent se retrouver enchâssées dans la membrane. Elles vont aller dans l'appareil de Golgi via un système de bourgeonnement et de fusion de vésicules, voire le cours B3. Une fois qu'elles arrivent dans l'appareil de Golgi, maturation encore. Alors, premier type de maturation, clivage d'acides aminés. Deuxième type de maturation, déglycosylation ou des modifications. Par exemple, là, il y avait 3 sucres identiques. Là, il y en a un qui a été enlevé et un nouveau qui a été mis qui n'est pas le même. Et puis ensuite, il y a association de plusieurs chaînes peptidiques entre elles, dans le cas de protéines à structure quaternaire, par exemple le collagène ou par exemple les anticorps. Et acquisition de la structure 3D définitive, que la protéine soit à structure quaternaire ou à structure tertiaire. Une fois que ces protéines sont passées par le réticulum et l'appareil de Golgi, elles sont donc maturées. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement actives. Il a très souvent nécessité d'une activation ultérieure, comme nous on a pu le voir avec cet exemple du cours B2. Petit rappel, l'activation ultérieure peut se faire de plusieurs façons, notamment par liaison à un ligand qui va être réversible, exemple CA2+, ou par liaison à un phosphate qui, elle, va être aussi réversible. C'est une modification covalente dans ce cas qu'on appelle une phosphorylation ou dans l'autre sens des phosphorylations. Alors l'exemple que nous on connaît bien pour le concours, c'est le suivant. Par exemple, il est ici, donc l'enzyme qui s'appelle la glycogène phosphorylase kinase peut être activée par le CA2+. On le voit ici, changement de conformation, elle est active, et cette enzyme, car elle s'appelle kinase, elle va phosphoryler sa cible, qui est la glycogène phosphorylase. C'est représenté ici, et elle maintenant, donc elle a un phosphate, et ça lui fait changer de conformation, voire encore une fois le cours B2 correspondant, et elle devient active, cette glycogène phosphorylase. Et cette enzyme-là, elle va phosphoryler le glycogène, on le voit ici, et le glycogène, comme ça permet de le couper et d'obtenir du glucose phosphate qui peut ensuite être utilisé directement quand c'est dans le muscle pour faire de l'ATP lors du catabolisme respiratoire ou qui peut être libéré, alors sous forme déphosphorylée, dans le sang. Ça, c'est ce qui se passe par exemple dans le foie. Donc là, on a 2 bons exemples avec l'enzyme verte et l'enzyme bleue d'activation par CA2+, ou phosphorylation dans ces exemples-là. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent de la transcription jusqu'à la maturation post-traductionnelle est sous la forme d'un petit film qu'il y a sur YouTube. Je vous ai mis le lien en fait
en bas de la description de la vidéo que l'on est en train de regarder. Maintenant qu'on a fini donc de la transcription à la maturation post-traductionnelle, il nous reste une petite chose à voir, ça concerne l'adressage des protéines au bon endroit. C'est une question qui est fondamentale, hein. Donc qu'est-ce qui fait qu'une protéine, par exemple, va se retrouver sur la membrane plasmique et non pas dans le noyau? C'est un exemple, bien sûr. Alors on peut aborder ça à travers un exemple précis, qui est celui du mécanisme de guidage des chaînes peptidiques vers le réticulum granuleux. Alors c'est quoi la question? C'est qu'est-ce qui fait qu'une chaîne peptidique, hein, qui commence sa synthèse au niveau d'un ribosome libre, ça c'est toujours le cas, qu'est-ce qui fait qu'elle va terminer sa synthèse au niveau d'un ribosome libre, et donc elle va être ensuite libérée dans le cytosol, et pouvoir y rester ou aller dans le noyau ou les organites énergétiques? Ou qu'est-ce qui fait qu'au contraire le ribosome il va venir se coller au réticulum, et dans ce cas la chaîne elle va aller dans le réticulum, puis dans Golgi, et ensuite elle va pouvoir aller sur la membrane ou dans des lysosomes, hein, ou retourner au réticulum par exemple. Alors ça, c'était la question historique qui s'était posée. Et donc, on s'est rendu compte, en fait, en étudiant les ARN messagers qui codent des chaînes peptidiques qui vont toujours au niveau du réticulum granuleux, exemple qui code l'insuline par exemple, on s'est rendu compte que au début de la séquence codante, au niveau des 60 nucléotides, il y avait toujours les mêmes acides aminés qui étaient codés, la méthionine, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Il y avait donc une séquence consensus de 60 nucléotides qui permettait donc d'aboutir à, du coup, 70 divisé par 3, ça fait 20, à 20 acides aminés qui étaient grossièrement toujours les mêmes. Ça, c'était une simple corrélation à ce stade. Et donc, effectivement, les chercheurs, ils se sont dit, c'est peut-être ça qui va déterminer le bon adressage au niveau du réticulum. Ils ont donc fait des expériences, à savoir, ils ont enlevé ce petit morceau rouge ici. Du coup, la protéine, elle n'avait plus cette chose-là. Et la protéine, au lieu d'aller dans le réticulum, elle se retrouvait dans le cytosol. Et des protéines qui sont naturellement cytosoliques, ils ont trafiqué le génome, ils ont rajouté cette petite séquence consensus. Du coup, sur la protéine, maintenant, il y avait cette petite séquence de 20 acides aminés. Et la protéine, au lieu de se retrouver dans le cytosol, elle se retrouvait dans le réticulum. Donc là, on a montré finalement que cette petite séquence qu'on a appelée le peptide signal qui fait 20 acides aminés, elle est nécessaire et elle est même suffisante pour qu'une protéine qui a cette petite séquence se retrouve dans le réticulum. Alors, quel est le mécanisme précis? On peut le voir ici. Donc, quand une protéine doit se retrouver dans le réticulum, en fait, ce qui va se passer, c'est que lors de la traduction, elle va donc traduire 20 acides aminés au début. Le premier, c'est méthionine, donc là, ce n'est pas à l'échelle, mais c'est ce qui est représenté en vert. Donc, 20 acides aminés qui constituent ce qu'on appelle une séquence signal. Cette séquence signal va être reconnue indirectement par le réticulum. Alors, indirectement, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une particule qui est ici en orange, qui va se charger de reconnaître la séquence signal. Elle va changer de forme, cette particule de reconnaissance. Elle va venir reconnaître un complexe de translocation qui est situé sur la membrane du réticulum. C'est ce qui permet finalement de coller le ribosome au réticulum. Les ribosomes, quand ils commencent la traduction, sont toujours libres. Les ribosomes collés au réticulum sont toujours en cours de traduction, on le voit ici. Et une fois que ça se colle au réticulum, changement de conformation, le complexe de translocation donc va s'ouvrir, ça va donc ménager un canal, et la protéine va passer à travers ce canal, comme on le voit ici, et se retrouver dans la lumière du réticulum. La petite portion de séquence signal de 20 acides aminés va être coupée et enlevée de la protéine. Là, ça nous explique d'ailleurs la première maturation qu'on a dans le réticulum, qu'on avait appelée clivage d'acides aminés. C'est juste, en fait, on enlève le peptide signal qui a permis donc l'adressage correct au niveau du compartiment qui s'appelle ici réticulum granuleux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut généraliser ce que l'on vient de voir. Nous, ce qu'on a vu, c'est que les protéines qui avaient, c'est marqué ici, MET, sérine, phénylalanine, etc., je compte jusqu'à 20, quand elles avaient ça, les protéines, au niveau de l'extrémité N-terminale, c'était un signal qui permettait l'importation dans le réticulum. Et on peut généraliser en fait. Les protéines, elles possèdent des séquences signal qui vont être reconnues par des compartiments cibles et ça va permettre leur adressage correct. Par exemple, les protéines qui doivent aller dans le réticulum, une fois qu'elles ont maturé dans Golgi, elles retournent dans le réticulum pour certaines. Elles ont ce signal-là, KDEL, c'est le nom des acides aminés. Certaines protéines qui ont ce signal-là, elles vont aller dans le noyau. Et puis les protéines qui ont ce signal-là, je ne vais pas tout faire, elles vont être destinées aux mitochondries. Donc ça, ce sont les différents signaux, comme des signaux postaux, qui permettent l'adressage correct. Alors attention, là on a l'impression que c'est très mathématique, il peut y avoir des petits changements quand même. Il peut y avoir des petits changements et ça marche quand même. Ce qui compte, c'est surtout la nature des acides aminés. Par exemple ici, là c'est que des acides aminés hydrophobes et ça c'est important pour être bien reconnu par
particule de reconnaissance du signal orange de tout à l'heure. Alors, on a plein d'exemples, hein. Par exemple, la protéine petite sous-unité de la rubisco. La rubisco, je vous rappelle, c'est une protéine qui permet la photosynthèse, qui est codée à la fois par le génome du plast et à la fois par le génome nucléaire. Le gène nucléaire de la petite sous-unité, donc, il est transcrit, il est traduit, c'est maturé. La petite sous-unité, elle va rentrer ici dans le chloroplaste. Et pour rentrer, elle a un petit signal d'importation dans le chloroplaste, justement. Il y en a certaines qui vont rentrer dans les mitochondries. Là, on voit, hein, là, il y a le petit séquence signal. C'est reconnu par une protéine de la mitochondrie. Attention, mitochondrie chloroplaste, il y a une enveloppe, il y a un système de double membrane. Donc une protéine qui reconnaît déjà, du coup elle rentre dans l'espace intermembranaire, et une autre protéine qui lui permet finalement de rentrer ici dans la matrice. Et ensuite le petit peptide signal, il est coupé comme dans le cas du réticulum. Au niveau du noyau, même principe. Au niveau des pores nucléaires, nous avons pour les protéines qui ont un signal de localisation nucléaire, une reconnaissance par la protéine bleue ici, qui elle-même est reconnue par le complexe du pore. Et là, je passe les mécanismes. Une fois que c'est reconnu, ça permet l'importation. Et la protéine, elle se retrouve dans le noyau. Par exemple, l'ADN polymérase ou les histones ont comme ça des signaux de localisation nucléaire. Petite remarque, les séquences signal que l'on a vues jusqu'à présent, elles font partie de la séquence en acide aminé de la protéine. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Un très bon exemple est celui de l'adressage des enzymes lysosomiales. Alors on en avait un petit peu parlé dans le cours B3 quand on faisait l'importance de la clatrine et des récepteurs dans la concentration et le bourgeonnement. Alors, prenons cet exemple, les protéines lysosomiales, elles sont adressées au lysosome parce qu'elles ont un code d'adressage qui n'est pas une séquence d'acides aminés mais qui est un mannose phosphate que l'on a ici représenté avec le bleu et le phosphate qui est en jaune. En fait, ces enzymes lysosomiales vont être reconnues par des récepteurs. Ces récepteurs, une fois qu'ils ont reconnu, ils vont donc attirer de la clatrine de l'autre côté. Toutes les clatrines vont se coller ensemble. Du coup, tous les récepteurs vont être au même endroit de l'appareil de Golgi, associés bien sûr à leur enzyme lysosomiale. Hein. Tout ça, ça va bourgeonner spontanément, mécaniquement. Et donc, on va obtenir des compartiments. Là, on n'est pas à l'échelle, hein, bien sûr. Compartiments avec plein d'enzymes qu'on appellera les lysosomes. Hein, donc là, c'était un bon exemple où la signalisation ne se faisait pas par un signal de type séquence d'acides aminés. Pour les protéines qui passent par réticulum et l'appareil de Golgi, l'adressage final correct va être géré par l'appareil de Golgi lui-même. On le voit ici. Il y a certaines protéines qui vont à destination de la membrane plasmique et de l'exocytose. Il y en a d'autres qui vont à la destination des lysosomes. Il y en a d'autres qui vont retourner au réticulum, par exemple. Donc là, c'est l'appareil de Golgi qui va trier tout ça. Alors comment ça va se faire? Par le système d'adressage. On vient de le voir. Hein. Quand il y a un mannose phosphate, donc ça va donner la voie lysosome. Quand il y a sur la protéine, par exemple cette protéine-là, un signal KDEL, il sera reconnu par un récepteur, hein, qui est le récepteur qui va faire à la fin, par bourgeonnement, une vésicule qui va retourner au réticulum. Donc c'est le même principe, l'appareil de Golgi est très important dans la cellule, il oriente au bon endroit les différentes protéines qui sont passées par la maturation du système réticulum-appareil de Golgi. Le routage correct des vésicules bourgeonnantes, ça on l'avait vu dans le cours B3. C'est aussi très important. Hein. Cette vésicule qui est là, par exemple, elle va aller fusionner avec le réticulum, alors que celle qui est là, elle va aller fusionner avec la membrane plasmique. Donc ça, c'est possible parce qu'il y a un système de reconnaissance, voire dans le cours B3, double reconnaissance, hein, qui fait intervenir des Wessner et des Tessner complémentaires, et des RAB et des effecteurs de RAB complémentaires. Donc là, la vésicule qui a ce Wessner, elle peut que se lier à ce compartiment qui a le Tessner qui correspond, en bleu. Lui qui a le rouge, il peut que se lier avec celui qui est en rouge ici. La migration en direction des compartiments fait intervenir le cytosquelette d'actine ou de microtubules. On peut faire le bilan. Donc finalement, les protéines qui sont traduites au niveau des ribosomes, on les voit ici, ces protéines, elles sont acheminées vers leur lieu d'action grâce à une information de position que l'on voit représentée ici, qui est reconnue par des compartiments cibles. Par exemple, lui là, il peut être reconnu par les pores du noyau, et dans ce cas, cette protéine, elle va se retrouver dans le noyau. Ça se fait par transfert à travers les pores nucléaires. Ou bien, elle va être reconnue par un récepteur qui va lui permettre de passer la membrane mitochondriale, ou lui de passer la membrane du réticulum. Là, c'est un transport qui se fait à travers les membranes. Une fois qu'on est dans le réticulum, les protéines, elles vont être transportées vers les différents compartiments, cette fois-ci par un transport par vésicule. Et là, encore une fois, il y a un système de reconnaissance entre une information de position et un récepteur qui permet par exemple à cette protéine d'aller en direction du lysosome et à celle-ci d'aller en direction du réticulum.
On peut faire le bilan du grand 1, qui concernait les modalités de l'expression génétique. On a donc vu, pour récapituler, que l'information génétique, donc sur cette information, il y avait des gènes, que ces gènes pouvaient être transcrits par l'ARN polymérase, qui se fixe au niveau du promoteur, et par transcription, donc on aboutissait à des ARN. Alors, soit des ARN futurs ARN messagers, après maturation post-transcriptionnelle, ou bien futurs ARN fonctionnels, par exemple ARNT ou ARN ribosomiaux. Ces ARN fonctionnels, ARNT ou ARN ribosomiaux, vont pouvoir servir à faire la traduction ou à d'autres choses. Par exemple, les ARN SN, ils vont intervenir dans l'épissage. Les ARN messagers vont être traduits, on le voit ici, en chaînes peptidiques. Ces chaînes peptidiques vont être maturées, vont être adressées au bon endroit. Là, on voit la maturation avec la glycosylation ou le clivage. Vont éventuellement être activées plus tard, par exemple par phosphorylation. Et ça va nous donner un ensemble de protéines qui marchent, qui sont fonctionnelles, et c'est elles qui sont à l'origine du phénotype de la cellule. L'ensemble des protéines de la cellule formant ce qu'on appelle le protéome. On a vu que l'ensemble des ARN matures d'une cellule, c'est ce qu'on appelait le transcriptome. On vient donc de voir le bilan sur les modalités de l'expression génétique dans une cellule. On fait maintenant une petite partie qui est un petit peu à part, qui concerne les virus. Effectivement, on va voir que lors d'une infection virale, la machinerie d'expression de l'information génétique de la cellule hôte, tout ce qui permet de faire la transcription, la traduction, etc., ça va être détourné par le virus lui-même. Alors on va prendre pour commencer un exemple concret qui est l'exemple du virus responsable du Covid-19. Le virus, il s'appelle le SARS-CoV-2. Il est représenté ici. Donc ce qu'on voit quand on suit juste comment il fonctionne, on voit que ce virus déjà, il va reconnaître une cellule, sa cellule cible, qui sera sa future cellule hôte, via un système de reconnaissance ici de la protéine spike sur son enveloppe, qui est une membrane en fait, donc qui est complémentaire d'un récepteur. Ça va permettre donc la fixation et l'entrée du virus. Alors l'entrée peut se faire par fusion ou exocytose, il y a les deux cas qui existent. La capside du virus et son ARN, qui est son génome, va se retrouver dans la cellule. La capside va partir, ce sont les protéines, il va y avoir décapsidation, et le génome viral, qui est ici un génome ARN, va pouvoir être traduit. Alors ça se fait par les molécules de la cellule elle-même. Le virus n'a pas d'ATP, n'a pas de GTP, n'a pas d'ARNT, n'a pas de ribosome, il n'y a rien de rien. Par contre, la cellule, elle a ça, et effectivement, donc lui, il va détourner donc les nucléotides, il va détourner les ribosomes, tout ce qu'il faut pour faire finalement la traduction de cet ARN-là en protéines. Je vous rappelle du cours G1 que les protéines en question, ce sont des protéines de structure qui rentrent dans la composition de la capside et des protéines de l'enveloppe. Et ce sont aussi des protéines autres qui permettent donc le cycle viral justement. Par exemple, cette protéine-là qui est une réplicase ou ARN polymérase ARN dépendante. Cette protéine-là, codée par un petit morceau du génome, cette protéine-là, elle est capable de répliquer cet ARN en synthétisant de l'ARN à partir de cet ARN. Ce que nos cellules ne savent pas faire, nos cellules eucaryotes, même prokaryotes. Donc c'est lui effectivement qui emmène ceci, alors pas directement, il emmène en fait le gène qui code ceci. Donc la cellule, elle fait cette traduction, elle fait tout ça, et elle va permettre de répliquer ce génome ARN pour faire plein de génomes viraux. Les protéines de structure, les génomes vont s'associer ensemble, et tout ça, je ne détaille pas du tout, ça va permettre de faire de nouvelles particules virales, de nouveaux virions. Donc c'est en fait la membrane elle est empruntée au réticulum, mais peu importe. Tout ça, ça va être finalement entouré de vésicules et ça va subir l'exocytose, on le voit ici, et ça va aboutir à la libération de nouveaux virus. Donc là, on peut faire notre généralisation. Et donc c'est quoi ce qu'on a vu? Ce qu'on a vu, c'est que les virus, ce sont des parasites en fait qui se reproduisent dans leurs cellules hôtes. Dans tous les cas, il y a une première étape qui est que le virus va reconnaître sa cellule hôte pour pénétrer dans celle-ci. Il y a intervention d'une reconnaissance entre un récepteur et un ligand. Et ça, lors de l'entrée du virus, ça aboutit à la libération du génome viral dans le cytoplasme. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que le virus il va se reproduire dans la cellule en parasitant la cellule, en détournant, on l'a vu sur notre exemple, la machinerie d'expression génétique. Alors là, il faut qu'on distingue les différents types de virus parce qu'il y a des petites nuances. Premier cas des virus ADN, là c'est le cas le plus simple. Alors on va prendre l'exemple du bactériophage qui attaque les bactéries. Donc il a une capside, il a un génome qui est sous forme d'ADN, il reconnaît sa cellule, le génome est injecté dans la cellule, il est là le génome, et il va être transcrit, on le voit ici, traduit par la machinerie de la cellule hôte.
Dès que c'est en cette couleur rouge violacée là, c'est la machinerie d'expression de la cellule hôte qui est utilisée par le virus. On utilise le GTP, les ARNT, tout ce qu'on veut, quoi, et on obtient à la fin nos protéines virales. L'ADN lui-même va être répliqué. Répliqué justement par la machinerie de la cellule hôte, à savoir les ADN polymérases, les hélicases et tout ça. Et donc, il est répliqué, et donc on obtient plein de génomes. Ces génomes vont s'associer aux protéines de la capside, ce qui va permettre de faire de nouvelles particules virales qui vont sortir de la cellule et attaquer d'autres cellules, etc., etc. Deuxième cas, le cas des virus à ARN brun positif. C'est exactement ce qu'on a vu avec SARS-CoV-2. C'est le cas aussi du virus de la mosaïque du tabac qui attaque les cellules végétales. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Le génome viral, c'est de l'ARN. L'ARN, il est représenté ici. Il se comporte comme un ARN messager. On dit plus, ça veut dire qu'il se comporte comme un ARN messager, ça veut dire qu'il peut être traduit directement par la machinerie de la cellule hôte, représentée toujours dans les mêmes couleurs. Ça aboutit à quoi? Aux protéines de l'ensemble du virus et à d'autres protéines, notamment l'ARN polymérase ARN dépendante, qui est la protéine nécessaire pour dupliquer cet ARN messager en de nombreux ARN messagers ARN+. C'est la même chose. Je vous rappelle que nos cellules, elles n'ont pas d'enzymes capables de faire ceci. Ça, c'est fait en utilisant les NTP, les autres protéines nécessaires de l'hôte, et on obtient à la fin plein de génomes, plein de protéines qui peuvent s'associer pour donner de nouvelles particules virales. Troisième cas, le cas des virus ARN brun négatifs. Par exemple, le virus de la grippe. Alors c'est quoi là la petite différence? C'est que le génome il est ARN, par contre ce génome il est complémentaire de l'ARN messager. Il ne peut pas être lu directement. Ça signifie que le virus il va emmener avec lui une ARN polymérase ARN dépendante, ici. Il l'emmène avec lui en fait. Elle va donc répliquer cet ARN, faire le complémentaire. Donc là on voit, ça réplique ici. Là ça fait le complémentaire. Donc si là c'était AAA, là ça fait UUU. Et lui ensuite il peut être traduit par la machinerie de la cellule hôte. Et donc ce qui est traduit, c'est les gènes qui sont dessus. Donc les gènes qui sont dessus, ce sont des gènes qui codent les protéines virales, et aussi donc des protéines virales qui sont les ARN polymérases ARN dépendantes. Celles qu'il a emmenées, et il en fait d'autres, ça permet de dupliquer bien mieux que si on n'avait qu'une seule, quoi. Et à la fin, tout ça, c'est empaqueté pour faire de nouveaux virus. On voit que dans ces virus, il y a les génomes, les protéines de la capside, et il emmène aussi des ARN polymérases ARN dépendantes nécessaires justement pour faire ce qui est ici, ce qui ne peut pas être fait par la cellule elle-même. Donc ça, c'est le cas des virus ARN négatifs. Dernier cas, virus ARN aussi, mais qu'on appelle cette fois-ci des rétrovirus. Alors eux, les rétrovirus, c'est les virus HIV du cours G1, et on avait vu qu'ils emmenaient deux types de protéines avec eux. Alors pourquoi? Les génomes ici sont des génomes ARN. On le voit ici, donc quand il rentre, le génome il rentre. Alors ce génome ARN, il n'est pas lu directement du tout. Il va être en fait rétrotranscrit, on dit, par la reverse transcriptase que le virus il emmène, parce que nos cellules, nous, on n'en a pas. Donc c'est rétrotranscrit en ADN double brin. Et cet ADN, il va venir s'intégrer dans le génome de la cellule hôte par une molécule qui s'appelle une intégrase que le virus il a emmené lui-même. Cette reverse transcriptase, c'est celle qu'on utilise dans la fiche technique pour faire de l'ADN complémentaire. Elle a été découverte dans les années 70. Une fois que le génome il est intégré, pour notre cellule, c'est comme si c'était à nous en fait. Et elle va le transcrire et elle va le traduire, comme si c'était un gène de la cellule en fait. Donc on utilise toujours ici le même code de couleur, la machinerie de la cellule hôte, et ça permet d'aboutir à des protéines codées par les différents gènes qui sont ici. Et donc les différents gènes codent les protéines de la capside, les intégrases, les reverse transcriptases. L'ARN viral ici peut être utilisé en tant que génome. L'ensemble va être incorporé dans de nouvelles particules virales, ici, et ça va faire du coup de nouveaux virus. Ça, c'est le cas des rétrovirus.